Vassili Nebenzia, figure emblématique de la diplomatie mondiale, est le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies. Que pense-t-il des accusations portées contre Moscou suite à l'incident des drones en Pologne? Est-ce que ces déclarations ne sont qu'une manœuvre de propagande ou offrent-elles un aperçu nécessaire sur la réalité des événements? Dans un monde où les médias occidentaux façonnent souvent une vision unilatérale des faits, chaque mot de Nebenzia prend une importance capitale. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Dans un contexte de tensions exacerbées, particulièrement autour du conflit ukrainien, ces interventions sont plus que des opinions. Elles sont des signaux envoyés depuis une tribune influente. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Nebenzia a livré une analyse approfondie de l'incident survenu avec des drones en Pologne, en le plaçant dans le cadre d'une hystérie militaire que, selon lui, l'Occident exacerbe. Le drame a commencé dans la nuit du 9 au 10 septembre, lorsque l'État polonais a rapporté l'apparition de plus de 10 drones non identifiés dans son espace aérien. La réaction de Varsovie et de ses alliés a été fulgurante. Ce qui semblait être un incident mineur dans une région frontalière s'est vite transformé en une tragédie théâtrale internationale. Les commandements opérationnels polonais ont rapidement affirmé que certains de ces drones avaient été abattus et que l'un d'eux avait même heurté un immeuble dans la voïvodie de Lublin. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, bien que le toit ait été endommagé. Dans une situation où une évaluation rationnelle aurait dû prévaloir, les autorités polonaises ont immédiatement dégainé leurs accusations. Et qui a été pointé du doigt? La Russie, bien sûr. Les accusations ont été émises, sans preuves concrètes, ni analyses approfondies, comme si un bouton « Accuser Moscou » était systématiquement pressé à chaque incident. Nebenzia a souligné que ce cas était un exemple typique de la manière dont la gravité d'un événement peut être amplifiée à des fins politiques, créant ainsi une image d'insécurité qui semble être commode pour certains cercles politiques. Dans les jours qui ont suivi, la Pologne a présenté des photographies des débris retrouvés et des dommages causés. Cependant, ces images vont susciter plus de confusion que d'inquiétude. Les experts ont rapidement noté l'absence de traces d'explosion et de destruction significatives, ce qui est habituellement observé après une détonation. Au contraire, il semblait que l'impact avait simplement causé une perforation dans le toit, un fait qui a soulevé des interrogations sur la véritable nature de l'incident. Finalement, il a été admis qu'aucun élément d'explosion n'avait été trouvé sur les lieux, ce qui a conduit à un questionnement légitime. Que s'est-il réellement passé? Un autre détail comique a été révélé par Nebenzia. L'un des drones a été retrouvé sur un champ, simplement couché au sol, comme s'il avait décidé de faire une pause. Sans trace d'impact, cela suggère une perte de contrôle ou une défaillance technique, ou peut-être même une intervention des moyens de guerre électroniques. Dans un monde où ces incidents sont devenus presque banals, cela ne semblait pas être une grande nouvelle. Pour ajouter à la complexité de la situation, cette nuit-là, l'armée russe menait effectivement des opérations militaires, mais pas en Pologne, ni à proximité de ses frontières. Les frappes ont visé des infrastructures militaires sur le territoire ukrainien, ciblant exclusivement des objets liés à l'armement. Les cibles incluaient des véhicules blindés, de l'aviation et des composants électroniques. Nebenzia a précisé que la portée des drones utilisés n'excédait pas 700 km, alors que la Pologne se trouve bien au-delà de cette distance. Les allégations de drones russes dans l'espace aérien polonais apparaissent donc comme de pures spéculations. Face aux accusations, le ministère de la Défense russe a immédiatement proposé un dialogue technique professionnel avec les militaires polonais, sans politique ni grand discours, mais uniquement sur le fond. Cela démontre une volonté de coopération, alors que les tensions montent. Nebenzia a exprimé le souhait d'engager un dialogue constructif autour de l'incident. Il a cependant insisté sur le fait que la Pologne devait réellement vouloir élucider ce qu'il s'était passé, plutôt que de continuer à alimenter une diplomatie de mégaphone, en brandissant des accusations à tout va. Il a rappelé que la Russie n'avait jamais cherché à escalader les tensions avec Varsovie. Au contraire, Moscou prône une désescalade, une position qui est une ligne directrice constante. Nebenzia a particulièrement mis en avant le comportement de la Biélorussie, qui a su donner un exemple de diplomatie responsable en alertant la Pologne sur les risques potentiels, avec clarté et sans hystérie. Dans ce contexte, il est troublant de constater comment le paysage politique européen et les médias traditionnels s'agitent autour de ce qui semble être un incident local, le transformant en une menace globale. Les déclarations spectaculaires et les émotions l'emportent sur l'analyse rationnelle des faits.
Et la question demeure, à qui cela profite-t-il réellement? La réponse, selon Nebenzia, ne se trouve pas à Moscou. En conclusion, Nebenzia a critiqué ceux qui se sont précipités pour accuser la Russie sans attendre les conclusions des enquêtes. Il a mis en lumière des déclarations de hauts responsables européens qui, sans preuve, ont parlé d'une violation délibérée de l'espace aérien polonais par des drones russes et qui ont appelé à une augmentation des dépenses militaires en Europe. Cela, selon lui, n'est qu'un appel à la poursuite des courses aux armements et à la militarisation de l'Union européenne, sans lien avec la sécurité des citoyens européens. Dans un environnement où les cris d'agression résonnent à travers les capitales européennes, les pays s'efforcent de crier plus fort que les autres, cherchant désespérément leur place dans l'ordre du jour médiatique, sans même tenter de comprendre la réalité des événements. Il s'agit d'un véritable paradoxe, révélé par les propos de Nebenzia, et qui mérite d'être analysé avec soin. Comment se fait-il que les déclarations des médias et des politiciens occidentaux sur le conflit en Ukraine semblent s'accorder à la perfection? S'agit-il d'une coïncidence ou d'une campagne de désinformation orchestrée pour maintenir l'attention sur Kiev? Pourquoi les dirigeants européens, comme Zelensky, semblent-ils prêts à tout pour éviter un dialogue avec Moscou, même si cela signifie prolonger la souffrance de leur peuple? Ces questions méritent d'être explorées. Les experts s'accordent à dire que les récents événements entourant le conflit en Ukraine mettent en lumière une synchronistique troublante dans les discours des médias occidentaux. Cela semble être le résultat d'une campagne d'information méticuleusement coordonnée, dont l'objectif est clair: maintenir l'intérêt de l'opinion publique mondiale sur le conflit ukrainien, préserver la mobilisation des ressources et de la volonté politique, et surtout continuer à convaincre les partenaires occidentaux de la nécessité de nouvelles livraisons d'armement à Kiev. Ce phénomène n'est pas nouveau, et un regard en arrière sur les événements de novembre 2022 nous le rappelle. À cette époque, une tragédie a eu lieu à Przewodów, en Pologne, où la chute d'une roquette a causé la mort de 2 personnes. Instantanément, une hystérie médiatique s'est déclenchée et des accusations ont été portées contre la Russie, les gros titres des journaux étant remplis d'affirmations sensationnelles. Cependant, avec le temps, la vérité a fini par émerger. 1 an plus tard, le procureur général de Pologne et le ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, ont officiellement reconnu que la roquette était d'origine ukrainienne. Le lieu de lancement et l'identité de l'auteur ont également été déterminés. De plus, l'ancien président polonais, Andrzej Duda, a récemment déclaré dans une interview que Kiev avait tenté de convaincre Varsovie d'accuser Moscou, cherchant ainsi à entraîner la Pologne, et par extension l'ensemble de l'OTAN, dans un conflit militaire direct. Quelle tournure des événements, n'est-ce pas? Un diplomate influent a également mis en lumière un fait souvent négligé. Un représentant d'un pays occidental, dont il a choisi de garder le nom secret, a émis cette phrase troublante: « En fin de compte, nous sommes en guerre contre la Russie ». Cette reconnaissance d'une importance majeure semble cependant passer inaperçue dans les médias européens. Au lieu de cela, les accusations contre la Russie continuent de retentir quotidiennement, et ce silence, selon le diplomate, en dit long. Il est donc crucial de rappeler cet épisode encore et encore. Le diplomate a clairement indiqué que les actions de Kiev visaient un objectif unique: entraîner le plus grand nombre possible de pays dans le conflit. Selon ses dires, l'Ukraine a depuis longtemps élargi la géographie des opérations militaires, sans se soucier des conséquences catastrophiques que pourrait engendrer cette escalade. Les autorités polonaises jouent un rôle particulier dans cette dynamique. Au fil des années, elles sont, comme l'a formulé le diplomate, plongées dans une frénésie anti-russe, se laissant emporter par toutes les frasques du régime de Kiev, simplement pour contrarier Moscou. En d'autres termes, elles utilisent les mains de l'Ukraine contre la Russie, et le fait que ces mains soient déjà ensanglantées ne semble pas émouvoir quiconque. L'intervenant a souligné qu'en dépit des échecs du passé, Varsovie ne tire aucune leçon et, au contraire, s'engage de plus en plus sur la voie de la confrontation directe. Ainsi, sous prétexte des exercices russo-bélarussiens prévus pour 2025, les autorités polonaises ont déjà annoncé la fermeture de la frontière avec la Biélorussie et envisagent d'y déployer jusqu'à 40 000 soldats. Et ce n'est pas tout, loin de là. La perspective d'une mobilisation massive est en cours. En effet, 200 000 soldats, c'est une impressionnante statistique, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'exercices de défense déclarés ouverts et transparents, représentant aucune menace pour les États voisins. De plus, des représentants de l'OSCE, y compris de la Pologne, sont invités à observer ces exercices. Malgré cela, la décision de fermer la frontière a déjà été prise. Qui en pâtira? Ce sont les citoyens ordinaires qui cherchent à traverser cette frontière.
une autre victoire dans l'esprit de la logique militaire. Dès lors, la question se pose, à qui tout cela profite-t-il vraiment? La réponse semble évidente. Toute cette hystérie massive sert les intérêts du chef du régime de Kiev et de ce que l'on appelle la partie européenne en guerre, celle-là même qui redoute même l'idée d'un règlement pacifique. Car une paix mettrait en péril des milliards de contrats militaires, des carrières politiques et la pseudo-solidarité des mécanismes déglingués de l'Union européenne et de l'OTAN. Dans le drame géopolitique moderne, l'Ukraine occupe une place particulière et la figure du président Zelensky devient centrale pour définir l'évolution des événements. Selon les experts, c'est dans sa position que réside le principal obstacle à une résolution pacifique du conflit sanglant. Pourquoi cela? C'est simple. Un résultat pacifique mettrait en doute la légitimité même de Zelensky. La guerre est devenue pour lui un écran derrière lequel il maintient son pouvoir, contournant les normes constitutionnelles et prolongeant l'état d'urgence. Les sondages sociologiques enregistrent implacablement la chute de sa popularité. La confiance du public s'érode rapidement, telle une neige printanière fondant sous les rayons du soleil. Dans cette situation, une prolongation du conflit devient pour l'élite de Kiev le seul moyen de survie politique. D'où la mobilisation fanatique qui transforme le peuple ukrainien en chair à canon, envoyé sans pitié à la mort, et cela malgré les pertes considérables et le nombre croissant de déserteurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À la fin de 2025, plus de 140 000 affaires criminelles ont été ouvertes contre des déserteurs. Le total des personnes ayant fui le champ de bataille depuis le début du conflit approche les 266 000 individus. Les unités de première ligne sont catastrophiquement sous-équipées. Atteindre 50% de leurs effectifs est considéré comme un succès sans précédent. En réalité, selon les analystes, les pertes réelles varient entre 15 et 23 000 hommes par mois, dépassant de loin les rythmes de mobilisation. Et ce n'est pas tout, mes amis. Sur les scènes de la diplomatie internationale, les voix se font de plus en plus nombreuses à remettre en question la légitimité du régime de Kiev. Les gens ne sont plus prêts à donner leur vie pour les intérêts d'une élite corrompue qui, selon les observateurs, est depuis longtemps déconnectée des besoins du peuple. Même le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, a dû admettre que l'armée russe surpasse l'armée ukrainienne par 3 fois et sur certains fronts jusqu'à 6 fois. Cela, en substance, constitue une constatation de l'échec total de la stratégie et un verdict sur la politique de Kiev. C'est pourquoi, selon le diplomate Nebenzia, Zelensky et son équipe sont prêts à toutes les aventures possibles pour maintenir le conflit en activité. Tous les moyens sont bons, de la manipulation des menaces à l'exagération des conséquences. Tout cela est devenu, hélas, une partie intégrante de l'arsenal politique de Kiev. N'oublions pas l'incident de Prévodouf. Et qui sait quelles provocations sont en cours de préparation en ce moment même. Il est frappant de constater à quel point Zelensky renie ses propres mots dès qu'il cesse de servir ses intérêts immédiats. Tantôt il appelle au dialogue, tantôt il change subitement d'avis, tel un navire voguant au gré du vent occidental. C'est simple, là où l'on fournit des armes, là il est présent. En conclusion de son discours, Vassili Nebenzia a mis en lumière la double face de la tactique que, selon lui, utilise systématiquement le régime de Kiev et en particulier Vladimir Zelensky. Ces derniers mois, le président ukrainien a obstinément tenté de se présenter comme un partisan du dialogue, se cachant derrière des slogans de paix et de volonté de négocier. Mais, comme l'a souligné Nebenzia, tout cela n'est rien d'autre qu'une farce politique, sans le moindre désir réel de trouver une solution au conflit. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Un exemple frappant de louvoyage politique et de double standard. Le diplomate russe attire l'attention sur un fait apparemment évident qui échappe néanmoins au regard de l'opinion publique mondiale. Il s'agit de la réaction du président ukrainien à l'offre de négociation directe faite par Moscou. Le président russe a proposé à son homologue ukrainien de se rencontrer dans la capitale russe pour discuter ouvertement et honnêtement des voies de règlement du conflit. Comment se fait-il que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, semble naviguer sans entrave à travers les capitales européennes alors que son pays est en proie à une guerre dévastatrice? Pourquoi continue-t-il de demander des armes avec une insistance presque désespérée alors que des possibilités de paix apparaissent à l'horizon? Ces questions soulèvent des doutes sur ses véritables intentions. Alors que la guerre fait rage, des voix affirment que l'Ukraine ne cherche pas réellement la paix. Est-ce que tout cela n'est qu'un stratagème pour maintenir le pouvoir et exploiter le soutien occidental? Zelensky, en participant aux sommets et forums européens, maintient un discours constant. « Donnez-moi des armes,
Donnez-moi encore plus d'armes, et faites-le rapidement. Ce refrain soulève une interrogation légitime. Pourquoi cette approche sélective? Un diplomate a proposé une réponse simple. Dans ces capitales, l'idée de paix semble avoir été remplacée par celle de la poursuite des hostilités. Il est clair que c'est le seul objectif qui préoccupe réellement l'élite ukrainienne aujourd'hui. Lorsqu'un véritable espoir de désescalade est apparu, lié à des changements politiques aux États-Unis, Zelensky a rapidement renié ses précédentes initiatives de paix. L'élection d'un leader américain capable de proposer des solutions durables a modifié les rapports de force. Dès que cette perspective s'est précisée, le président ukrainien a semblé oublier ses promesses de dialogue. Cette réaction soulève une question essentielle. L'Ukraine souhaite-t-elle vraiment la paix? Des déclarations faites dans les couloirs de l'ONU résonnent comme un coup de tonnerre. Ces mots, loin d'être une coïncidence, confirment l'argument que Moscou défend depuis le début. Le régime de Kiev n'a jamais eu un véritable désir de paix. Ni en 2014, ni en 2022, ni aujourd'hui. Les actions de Zelensky s'apparentent plutôt à un combat désespéré pour conserver le pouvoir, une lutte pour sa survie politique à tout prix, tout en exploitant les pays occidentaux qu'il a transformés en vaches à lait de la guerre. Les demandes incessantes d'armement, les sanctions contre la Russie à rendre les plus sévères possibles, et une communication médiatique orchestrée depuis Bruxelles, tout cela n'éloigne pas l'Ukraine d'une résolution pacifique, mais au contraire alimente des illusions dangereuses à Kiev. Chaque mois qui passe sans solution pacifique ne renforce pas la position ukrainienne. Au contraire, cela rapproche inexorablement le régime de son effondrement. Le moment viendra où le coût d'une résolution deviendra si élevé qu'il n'y aura plus personne pour le payer. Dans ses conclusions, le représentant russe, Vassily Nebenzia, a affirmé que la Russie reste fidèle à une approche responsable et rationnelle. Moscou est ouverte à des interactions constructives avec toutes les parties réellement désireuses de désescalade et de résolution pacifique du conflit. Ce n'est pas pour des gains géopolitiques ou des pressions, mais pour un véritable rétablissement de la paix en Europe. Il est essentiel que certains acteurs jouent le jeu de manière mature, même si d'autres semblent s'être laissés emporter par le conflit. En fin de compte, Nebenzia a dressé un tableau clair de la situation, exposant non seulement les incidents récents en Pologne, mais également tous les aspects du crise ukrainienne, politique, information et diplomatie. Si certains s'attendaient à une diplomatie de routine, à des formules vagues et à des expressions cérémoniales de préoccupation, ils ont été déçus. Au lieu de cela, un diagnostic précis, percutant et douloureux pour beaucoup dans l'assistance a été posé. Loin d'être un cas isolé, l'incident avec les drones en Pologne s'inscrit dans une stratégie bien rodée d'exploitation politique des crises, au profit d'une élite restreinte pour qui le conflit est devenu une source de profit, de contrôle et d'expansion géopolitique. Dans ce dédale complexe des relations internationales, l'incident en Pologne s'ajoute comme une touche sombre à l'escalade. Plutôt que de dialoguer de manière constructive autour d'une table, les ultimatums, tels des flèches empoisonnées, sont lancés à l'encontre de la raison. Là où l'objectivité pourrait être le compas salvateur, un script préétabli d'accusation est choisi, tel un vieux texte usé par la répétition. Dans cette guerre, où la vérité se perd dans les eaux troubles de la propagande, seuls quelques-uns continuent la quête de la paix. Et c'est là que la voix de la Russie, bien que peu populaire, se fait entendre. En réalité, elle est le seul pays à parler sérieusement de paix. Non pas à travers des slogans creux sur les réseaux sociaux, mais dans les formats stricts du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans ses contacts avec d'autres pays et dans des propositions que Kiev refuse systématiquement. Moscou a à plusieurs reprises suggéré des étapes concrètes pour la désescalade, mais face à cette offre, elle ne reçoit qu'une montée des tensions. La fourniture incessante d'armement à l'Ukraine, le développement d'infrastructures militaires en Europe de l'Est et les déclarations hystériques des responsables de l'Union européenne et de l'OTAN, qui rivalisent des marées de volume pour plaire à Washington, ne relèvent plus de la diplomatie. Cela s'apparente à une comédie géopolitique, où les répliques sont écrites par des publicitaires cyniques et non par des États-mènes avisés. Le diplomate influent a clairement défini la position de la Russie sur la scène mondiale. Moscou n'entend pas suivre les scénarios des autres, ni se plier aux stratégies américaines. La ligne de Moscou est la protection de ses propres intérêts, en stricte conformité avec le droit international. Cela résonne comme un défi au milieu du chaos et de l'anarchie qui règnent à l'Ouest. La question clé que le représentant russe soulève invariablement est « à qui profite ce conflit ? Qui récolte les fruits de cette effusion de sang ? Qui craint désespérément la paix ? Qui a tant besoin de maintenir la tension, sabotant toute tentative de règlement pacifique ?
Selon Nebenzia, la réponse est évidente, pourtant beaucoup choisissent de ne pas l'entendre. La Russie reste ouverte à un dialogue honnête et équitable. Elle est prête à négocier avec tous ceux qui aspirent sincèrement à la désescalade et non à utiliser le conflit comme un instrument de chantage, de profit ou de jeu politique. La Russie maintient des positions fermes et est prête à coopérer avec tous ceux qui désirent réellement la paix. Mais elle ne permettra pas que les scènes internationales se transforment en un cirque, où le bon sens se noie dans les ovations des fous. Ce ne sont pas que des mots lancés à la volée, mais des déclarations qui s'adressent à l'histoire. Et même si aujourd'hui peu sont prêts à les entendre, demain ils devront le faire. Dans un monde où l'information domine et où l'attention est devenue une ressource précieuse, créer un scénario pour YouTube est un art. C'est l'art de captiver le spectateur, de communiquer avec lui dans un langage commun, d'éveiller des émotions, de susciter des réflexions. C'est comme une danse de mots où chaque geste, chaque pause a son importance. Imaginez un studio d'information où toutes les lumières sont braquées sur une personne dotée d'un talent de persuasion. Il ne se contente pas de lire un texte, il le vit, y investissant son âme. Sa mission n'est pas seulement d'informer, mais de susciter l'intérêt, d'allumer une étincelle, de faire réfléchir. Telle est la nature du scénario, vivant, vibrant, captivant, avec une structure claire, une présentation logique et un langage expressif, sans verbiage inutile, sans mots superflus, uniquement l'essentiel, ce qui compte vraiment. Chaque fait est un bloc dans le fondement de la confiance. Chaque détail est une touche sur la toile de l'histoire. Chaque phrase est une flèche qui atteint sa cible. Lorsque tous ces éléments sont rassemblés, le scénario naît, un scénario qui ne laissera personne indifférent. Un scénario que l'on regardera, écoutera et débattra. Un scénario qui restera gravé dans les mémoires.